Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui personnellement m'a vraiment fasciné en préparant cette discussion. Quand on évoque l'Empire Inca, on a tous des images assez claires en tête. Oui, le Machu Picchu, les cités d'or, un empire immense au sommet des Andes. Exactement. Mais je suis prêt à parier qu'on ne pense jamais aux abeilles. Et pourtant, si on en croit la source qu'on analyse aujourd'hui, les abeilles Incas, or liquide et art sacré, on passe à côté d'une des clés de leur civilisation. C'est ça. Notre mission, c'est donc de comprendre comment les Incas ont pu bâtir une partie de leur puissance, de leur art, et même de leur médecine sur le dos d'un tout petit insecte. Et tout commence avec une particularité qui change absolument tout. Oui, une accroche incroyable. Imaginez une abeille qui ne pique pas. C'est le point de départ de toute cette histoire, une véritable révolution en fait. Complètement. Alors, allons-y. La source est très claire là-dessus. L'abeille des Incas, ce n'est pas l'abeille européenne classique qu'on connaît. Non, pas du tout. Il s'agit d'une espèce de mélipone, une abeille sans dard. En quechua, elle avait un nom, la siquimira. Le texte la décrit comme une petite créature noire, et surtout très docile. Et cette absence de dard, ce n'est pas un détail, c'est ce qui conditionne toute la relation. Ah oui, Bah oui, fini le rapport de méfiance, la peur de la piqûre. On peut s'approcher, observer, manipuler les colonies avec une sérénité totale. L'interaction passe de potentiellement dangereuse à une forme de collaboration, presque une domestication. c'est ça. On est plus proche de l'élevage de papillons que de l'apiculture avec la combinaison et l'enfumoir. Exactement. Ouais, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que ça va bien au-delà du côté pratique. Le texte dit que la siquimira était considérée comme une messagère des dieux. Oui. Comment on passe d'un insecte inoffensif à un intermédiaire divin? C'est une excellente question et c'est là qu'on touche à la cosmologie inca. Pour eux, le monde naturel n'était pas séparé du monde spirituel. Chaque élément, chaque animal pouvait être un pont vers le divin. D'accord. Alors une créature qui ne pique pas, qui produit cette substance dorée, sucrée, presque magique et qui vit en communauté parfaitement organisée, elle a tout pour devenir un symbole puissant. Elle incarne une sorte d'harmonie, en fait. Voilà, l'harmonie, la générosité de la nature. Donc s'occuper des abeilles, ce n'était pas juste de l'agriculture, c'était un acte spirituel. Une façon de dialoguer avec les forces de la nature. D'accord, donc on a une abeille sacrée, facile à élever. On pourrait s'attendre à des pratiques assez simples, mais non, leur ingéniosité technique est bluffante. La source décrit leurs ruches, les poteaux, Et là, il faut oublier nos boîtes en bois. complètement. C'étaient des troncs d'arbres que les Incas évidaient soigneusement. C'est déjà une philosophie en soi, ça. On ne fabrique pas un objet artificiel qu'on impose à la nature. On prend un élément naturel, un tronc, et on l'adapte. C'est une démarche d'intégration, pas de domination. Et le mécanisme est d'une simplicité géniale. Il fermait les extrémités du tronc avec des disques de pierre, juste percés de quelques trous. Assez grand pour les abeilles, mais trop petit pour les prédateurs, j'imagine. C'est ça. Mais le plus fou, c'est l'endroit où il mettait ses ruches. Souvent, elles n'étaient pas posées dans un champ, elles étaient installées dans des pacchas, Des pakchas. des niches. Des niches spécialement creusées dans les murs en pierre de leur maison, de leur temple. Attendez, ça veut dire qu'ils vivaient littéralement avec les ruches intégrées à leur mur. Exactement. La ruche faisait partie de l'architecture du foyer. C'est incroyable. Il faut imaginer le quotidien, le son constant, ce bourdonnement doux et permanent à l'intérieur même de sa maison. Ce n'est plus l'insecte que vous allez voir au fond du jardin. Non, c'est un colocataire. Ça renforce encore plus cette idée de symbiose totale. Aujourd'hui, on installe des hôtels à insectes pour se donner bonne conscience. Eux, ils intégraient la colonie au cœur de leur vie. On a quelques siècles de retard, non? On peut dire ça, oui. Et ce n'était pas une activité d'amateur. Ceux qui s'en occupaient portaient un titre, les Miski Kamayok. Ah, voilà qui est intéressant. La source les décrit comme des experts, des spécialistes qui maîtrisaient des techniques très avancées, comme la division des colonies pour créer de nouveaux essaims, ce qui est une opération délicate. Le fait même qu'un titre existe, Miski Kamayok, qu'on pourrait traduire par maître du miel ou celui en charge du miel, C'est ça. est une preuve énorme. Dans une société aussi hiérarchisée que celle des Incas, où chaque fonction avait sa place, donner un nom spécifique à ce métier signifie qu'il était reconnu, valorisé et jugé essentiel au bon fonctionnement de l'Empire. Ce n'est pas le passe-temps d'un paysan. Non, c'est une profession d'État. Une profession qui produisait ce que la source appelle l'or liquide de l'Empire.
Et quand on parle d'or chez les Incas, ce n'est pas une petite comparaison. Le miel, le miski, était apparemment plus précieux que le métal lui-même. Ça paraît fou. C'est une affirmation très forte, mais elle s'explique. La valeur du miel était multidimensionnelle. C'est-à-dire, Premièrement, comme le dit le texte, c'était un trésor royal, un marqueur de statut absolu. Seul l'Inca, l'empereur-dieu, et la plus haute noblesse avaient le droit d'en consommer. d'accord. Posséder et distribuer le miel, c'était un signe de pouvoir et de faveur. Donc une valeur sociale. Mais ce n'était pas tout. Il servait aussi de pharmacie. Absolument. La source mentionne son utilisation pour soigner les blessures, les brûlures, les infections de la gorge. Ils avaient manifestement compris ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes bien avant nos études scientifiques. On a là une connaissance empirique très poussée. Très. La valeur du miel est donc aussi vitale, c'est une question de santé. Et enfin, et ça boucle avec le statut divin de l'abeille, c'était une offrande sacrée. Ah oui, On versait du miel en libation pour honorer les deux divinités majeures, Inti, le dieu soleil, et Pachamama, la terre-mère. donc si je résume. Une seule et même substance était à la fois un symbole de pouvoir politique, un médicament de pointe et un lien avec le divin. Voilà, c'est ça qui le rendait plus précieux que l'or. L'or est inerte, c'est un symbole de richesse. Le miel, lui, est vivant, il soigne, il nourrit, il connecte aux dieux. Et contrôler une ressource pareille? C'était tenir les rênes du pouvoir social, médical et spirituel de l'Empire. On a beaucoup parlé du miel, mais en lisant la source, j'ai eu l'impression que ce n'était même pas le produit le plus stratégique qu'ils en tiraient. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Un produit beaucoup plus humble? Ah, vous voulez parler de la cire, la mappa. Oui, là, on touche au génie technologique caché des Incas. C'est ça. Le miel, c'est spectaculaire. La cire, ça paraît banal. Et pourtant, c'est le secret derrière leur plus grand trésor. C'est ça qui est incroyable, hein. On parle des orfèvres incas, parmi les plus talentueux de l'histoire. Et leur outil secret, c'est la cire d'une petite abeille sandar. Le texte explique très bien la technique. La technique de la cire perdue, c'est un procédé d'une élégance folle. Expliquez-nous. La première étape, c'est que l'artiste ne sculpte pas le métal. Il sculpte la cire d'abeille. C'est un matériau parfait pour ça, assez mou pour être travaillé dans les moindres détails, mais assez ferme pour tenir sa forme. On peut donc créer des figurines, des bijoux d'une finesse incroyable. Tout à fait. Une fois cette sculpture en cire terminée, on l'enrobe complètement dans de l'argile fraîche, en laissant juste des petits canaux qui mènent vers l'extérieur. On laisse sécher et on obtient une sorte de bloc d'argile avec au cœur notre objet en cire. Exactement. Et c'est là que vient le moment crucial. On chauffe ce moule d'argile. À l'intérieur, la cire fond et s'écoule par les petits canaux. Elle disparaît. Elle est perdue. Voilà. Mais à l'intérieur du moule d'argile, qui est maintenant cuit et durci, il reste son empreinte en creux. Une réplique parfaite de l'objet original. Il ne reste plus qu'à verser de l'or ou de l'argent en fusion dans le moule par les mêmes canaux. Le métal liquide remplit l'empreinte laissée par la cire, on laisse refroidir, on casse le moule d'argile et on a une réplique métallique parfaite de la sculpture de cire. C'est fascinant. Ce qui est fondamental de comprendre ici, c'est que sans cire, pas de technique, et donc pas de chef-d'œuvre. Tous ces objets en or d'une complexité folle qui ont ébloui les conquistadors et qui remplissent nos musées, N'aurait tout simplement pas pu exister sans l'apiculture. c'est un lien direct et puissant qu'on ne fait jamais. L'art le plus sacré de l'Empire dépendait entièrement du produit le plus modeste d'un petit insecte. L'orfèvre, avec tout son talent, dépendait du miski kamayok. L'art divin dépendait de l'agriculture. C'est une connexion, oui, fascinante. Et ça donne l'impression d'une organisation très très poussée. Est-ce que c'était juste une somme d'initiatives locales ou est-ce que l'État inca pilotait tout ça? Alors là, la source donne plusieurs indices qui prouvent que c'était une véritable industrie d'État. Le premier, on l'a un peu évoqué, c'est le statut des miski kamayok, des spécialistes exemptés d'autres travaux. C'est un marqueur classique d'une économie planifiée. La spécialisation du travail à cette échelle, c'est le signe d'une administration centrale qui organise les ressources pour optimiser la production. Deuxième indice, encore plus parlant, le miel et la cire faisaient partie des tribus obligatoires. Les différentes provinces de l'Empire devaient envoyer une partie de leur production à la capitale, Cusco. Ah, d'accord. On a donc un système fiscal basé, entre autres, sur les produits de la ruche. Ce n'était pas une ressource locale, mais bien une richesse nationale, centralisée. Ce qui intègre l'apiculture directement dans la machine administrative et économique d'un des plus grands empires de l'époque. Et le détail qui confirme tout,
La preuve ultime pour moi, c'est la comptabilité. La production était rigoureusement enregistrée grâce à leur fameux système des quipus. Les cordelettes à nœuds. Exactement. Chaque quantité de miel récoltée, chaque bloc de cire produit était consigné sur ces registres textiles. Alors là, on change de dimension. Le quipou, c'est la signature de l'administration Inca. Quand on commence à compter, à enregistrer, à compiler des données sur une ressource, c'est qu'on ne la considère plus comme de l'artisanat. On passe à autre chose. On est dans la gestion industrielle à grande échelle. C'est la preuve irréfutable que l'apiculture était une filière économique stratégique, planifiée et gérée depuis le sommet de l'État. C'est une histoire incroyable, mais elle pourrait être un peu triste si tout s'était arrêté avec la chute de l'Empire. Or, le texte se termine sur une note plus optimiste. Oui, et c'est peut-être la partie la plus touchante. Ce savoir-faire ancestral ne s'est pas complètement perdu. Il a survécu, transmis de génération en génération. Comment? La source parle de gardiens du savoir dans des communautés reculées des Andes qui continuent aujourd'hui d'élever les abeilles mélipones dans des poteaux, comme le faisaient leurs ancêtres il y a plus de 500 ans. C'est une forme de résistance culturelle extraordinaire. Absolument. C'est un exemple puissant de résilience. Les empires tombent, les cités sont abandonnées, mais les gestes, les techniques, le rapport à la nature, ça peut survivre. Et cet héritage a encore une valeur aujourd'hui. Mais oui, il n'est pas juste folklorique. Le texte mentionne que le miel de mélipone est aujourd'hui redécouvert pour ses qualités gustatives et médicinales uniques. Il a une vraie valeur contemporaine. Donc cet héritage est vivant et il a même un potentiel économique pour ces communautés. C'est un pont fascinant entre le monde inca et le nôtre. Il nous montre que ces savoirs anciens ne sont pas des reliques du passé. Ils peuvent être des solutions pour l'avenir, que ce soit en termes de médecine douce, de biodiversité ou de développement durable. Alors si on devait synthétiser ce qu'on a découvert aujourd'hui, l'abeille sandar des Incas était bien plus qu'un insecte. C'était le pilier d'un système incroyablement sophistiqué. C'est ça. Elle produisait un miel qui était à la fois un trésor royal, un remède et une offrande divine. Et sa cire, si humble, était la clé technologique secrète qui a permis la naissance des plus grands chefs-d'œuvre en or de l'Empire. Tout à fait. Et en refermant ce texte, ça me laisse avec une question, une pensée pour la suite. La source nous rappelle que des créatures minuscules peuvent façonner des civilisations entières. On vient de voir comment un petit insecte a pu être la clé de voûte de l'art, de la médecine et de la spiritualité d'un empire. Alors, ça me fait me demander, Oui. quels autres secrets de la nature, quelles autres créatures ou plantes que nous tenons pour acquises aujourd'hui pourraient avoir le potentiel de transformer notre propre civilisation si seulement on prenait le temps de les observer avec la même attention que les Incas? Une excellente question sur laquelle réfléchir. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration. Merci. À bientôt.